Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Les secrets du crime. Pour ce podcast, je vous propose de revenir sur les plus grandes affaires criminelles françaises et étrangères et d'entrer dans les secrets du processus du crime, afin de vous expliquer comment des gens qui paraissent tout à fait ordinaires ont pu à un moment commettre les pires atrocités. La disparition de Delphine Jubilard, épisode 2. Après la disparition de Delphine, Cédric essaye de retrouver une relation avec une autre femme. Il s'inscrit sur des sites de rencontres. D'ailleurs, en réalité, il n'a même pas besoin de chercher. De nombreuses femmes lui envoient des messages pour le soutenir, voire lui demander de le rencontrer. Et il trouve son bonheur auprès de Séverine, une femme avec laquelle il se met en couple quelques mois après la disparition de Delphine. Certains journaux disent qu'ils se sont rencontrés lors d'une battue pour retrouver Delphine, à laquelle Séverine était présente. Le 18 juin 2021, il y a une avancée importante dans l'enquête. Le procureur de la République de Toulouse donne une conférence de presse pour la première fois concernant cette affaire. Cette prise de parole fait suite au placement en garde à vue de Cédric Jubilard, qui a ensuite été mis en examen et placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Cesse. Le procureur évoque des contradictions et des mensonges dans les versions qu'il a données aux enquêteurs. Son père et sa mère ont également été placés en garde à vue en même temps que lui, mais ils ont été relâchés à l'issue de leurs interrogatoires. À ce moment-là, on est 6 mois après l'ouverture de l'enquête. Au départ, elle était ouverte pour disparition, mais quand il est mis en examen, c'est pour des faits d'homicide volontaire aggravé, car commis sur conjoint. Au cours de la garde à vue, les policiers l'interrogent sur plusieurs faits qui leur semblent suspects. Pourquoi son téléphone est éteint de 22h à 3h alors que c'est inhabituel pour lui ? Pourquoi lors des premières auditions, il a dit que le divorce se passait bien alors qu'en réalité ce n'était pas le cas et tous les proches le disent ? Pour une mise en examen, il faut que le juge d'instruction soit en possession d'indices graves ou concordants. Le procureur, lors de la conférence de presse, donne des informations sur ces indices. Tout d'abord, au moment de l'arrivée des gendarmes, la nuit de la disparition de Delphine, Cédric Jubilard place la couette de Delphine dans la machine à laver. D'autre part, 2 voisines, une mère et sa fille, ont entendu vers 23h des cris stridents qui provenaient de la maison des Jubilard. Et enfin, il est aussi la dernière personne à avoir vu Delphine vivante. Depuis sa disparition, aucun signalement n'a permis de la localiser. 4 mois après sa mise en examen, Cédric Jubilard est entendu 7 fois par les juges d'instruction pendant près de 4 heures. Il maintient son innocence, il dit qu'il n'y est pour rien. Il avoue par contre qu'il vivait très mal le divorce avec Delphine, mais aussi le fait qu'elle avait un amant. Cette séparation le faisait souffrir, mais il dit devant les juges d'instruction qu'avec le temps, il avait fini par l'accepter. En décembre 2021, un an jour pour jour après la disparition de Delphine, sa nouvelle compagne Séverine est également placée en garde à vue. On ne connaît pas les raisons exactes de ce placement. Ça pouvait simplement être pour lui poser des questions et s'assurer qu'elle n'était pas au courant d'un élément important qui permettrait de retrouver Delphine. Mais à l'issue de cette garde à vue, elle est libérée, sans suite. On peut donc en conclure qu'elle n'est pas considérée, pour l'instant, comme une suspecte dans l'affaire. Si vous vous demandez si l'amant de Delphine a aussi été soupçonné à un moment, la réponse est oui. En effet, les gendarmes ont enquêté sur le nouveau compagnon de Delphine, puisqu'il s'agissait d'une piste tout à fait envisageable. Mais il a été mis hors de cause. La nuit de la disparition, il ne se trouvait pas à Cagnac. Le fils du couple a également été réentendu. Il raconte encore une fois qu'il entendait ses parents se disputer et qu'il a déjà été témoin de violences physiques sur sa mère par son père. Évidemment, c'est le témoignage d'un très jeune enfant qui grandit dans ce contexte de disparition, donc c'est à prendre avec des pincettes. Mais cette information permet de corroborer ce qu'ont entendu les voisines des Jubilard la nuit de la disparition, puisque le petit garçon dit que lui aussi ce soir-là, il a entendu ses parents se disputer et crier l'un sur l'autre. Dans la presse, on a un moment évoqué les données du podomètre de Cédric Jubilard, puisque dans un premier temps, les enquêteurs ont constaté qu'il indiquait que Cédric Jubilard n'avait fait que 40 pas la nuit de la disparition de Delphine, ce qui ne correspond pas à ce qu'il a déclaré, puisqu'il disait avoir cherché Delphine dans la maison, dans le jardin et autour de la maison, ce qui forcément correspond à plus de 40 pas. Mais plus tard, une autre analyse de son téléphone va indiquer que c'était une donnée faussée. En fait, il aurait en réalité fait environ 300 pas. Alors ça reste quand même assez peu, 300 pas ça correspond à 3-4 minutes de marche, mais ça montre au moins qu'il y a parfois des informations qui sont relayées, alors qu'en fait il s'agit d'une erreur. En revanche, d'autres points sont confirmés et sont effectivement inquiétants.
le fait qu'il y ait eu des cris dans la maison ce soir-là, le fait que Cédric Jubilard contacte les gendarmes 15 minutes après s'être rendu compte de la disparition de sa femme, c'est quand même assez inhabituel. Il y a aussi le fait qu'il a appelé Delphine près de 200 fois le jour où elle a disparu, le lendemain seulement 2 fois, et après plus rien, il a complètement arrêté. Il y a aussi le fait que plusieurs proches de Delphine rapportent aux enquêteurs qu'ils ont déjà entendu Cédric menacer de tuer sa femme. Comme je vous le disais, l'enquête permet aussi de savoir que Cédric acceptait très mal la rupture. En fait, il l'a refusée. Quand Delphine lui parlait de sa volonté de divorcer, il ne voulait pas l'entendre et au contraire, il multipliait les lettres et les SMS en lui disant à quel point il l'aimait et à quel point il ne voulait pas de cette rupture. Mais Delphine, de son côté, semblait vraiment déterminée à mettre fin au mariage avec Cédric et elle était concentrée sur sa relation avec son amant. Mais les avocats de Cédric Jubilard, eux, interprètent autrement l'enquête qui a été menée jusqu'ici. Ils évoquent le fait qu'aucun indice ne permet de dire que c'est lui qui a provoqué la disparition de sa femme. Concernant les menaces de tuer Delphine, ils soutiennent qu'il ne s'agissait que de paroles en l'air qui étaient prononcées dans un moment de colère. Ils soutiennent que Cédric Jubilard avait fini par accepter le divorce. Et enfin, qu'il n'y a aucun élément matériel permettant de dire que Cédric a tué Delphine. Malgré ces contradictions, le 21 novembre 2023, le parquet annonce que Cédric Jubilard est renvoyé devant la cour d'assises pour l'homicide volontaire de Delphine. Cela signifie que selon le procureur, il y a assez d'éléments dans le dossier pour que Cédric soit jugé. Évidemment, ça ne présuppose pas sa culpabilité. Seul un jugement définitif pourra dire si oui ou non, aux yeux de la justice, il est coupable d'avoir tué sa femme. Ce procès doit se tenir en septembre et octobre 2025. Depuis son placement en détention provisoire en juin 2021, Cédric Jubilard est toujours emprisonné. C'est la fin concernant cette affaire. Merci à vous de m'avoir écouté, très bonne semaine et à très bientôt.